OK, fait que là, on est rendu à parler de l'investissement le plus populaire auprès des Canadiens, je crois, et c'est l'immobilier. Là, ce que je veux mettre au clair, c'est qu'on va parler vraiment des bases, puis qu'est-ce qui est le plus important de connaître au début quand tu commences à t'intéresser à ça. Puis l'objectif, c'est vraiment d'allumer cette étincelle, que tu puisses te former par toi-même, puis tu ailles chercher d'autres sources d'informations éventuellement. Si tu connais rien en immobilier, au moins, tu vas vraiment savoir les bases les plus importantes. Ensuite de ça, aujourd'hui, on ne parlera pas de maison résidentielle. OK? Parce que, comme je disais tantôt, on parle d'investissement, donc les actions ou l'immobilier, et il peut y avoir un débat au niveau d'une maison pour se loger, strictement pour se loger, qui ne génère aucun revenu. Ce n'est peut-être pas un investissement vraiment. J'en parle plus en détail dans l'autre formation, mais aujourd'hui, OK, j'en parle pas, je veux juste que tu retiennes qu'une maison, sur le plan strictement financier, c'est peut-être moins avantageux que tu penses. C'est pour ça que je vais commencer tout de suite en disant qu'aujourd'hui que tu es jeune, OK, tu es chez tes parents, tu écoutes ça, le meilleur move financier que tu peux faire de ta vie, c'est de rester chez tes parents toute ta vie. Ça, il n'y a rien qui accote ça. Mais pour ta santé mentale et probablement la leur, je te suggère de t'en aller un jour, puis pas trop tard, s'il te plaît. Rendu là, tu te dis, je vais m'acheter une maison tout de suite, puis plus vite j'ai une maison, le mieux c'est. Non, c'est pas tout à fait ça. OK? En fait, je te dirais que tu as trois options. La première, qui est la plus intéressante, strictement financièrement, c'est de t'acheter un immeuble à revenu. Donc un duplex, un triplex, un quadruplex, et d'aller habiter dedans. Comme ça, tu réduis ton coût de logement au plus bas, puis ça te permet également d'avoir un immeuble qui est rentabilisé par les revenus de loyer. Et ensuite de ça, quand tu veux t'acheter une maison plus tard ou continuer à grossir ton parc immobilier, tu peux te servir de ton premier immeuble pour faire une mise de fonds sur l'autre immeuble et ainsi de suite. C'est vraiment la meilleure option, strictement financièrement, de se loger quand tu pars de chez tes parents. Par contre, on s'entend qu'il faut que tu aies une mise de fonds, il faut que tu achètes un bon immeuble, comme on va voir tantôt, il ne faut pas que tu achètes non plus n'importe quoi. Il faut que tu aies le goût aussi d'avoir des locataires, de subir les responsabilités que ça amène d'être propriétaire d'un immeuble à revenu. Donc, si l'immobilier, ça te pue au nez, tu détestes ça, tu es peut-être mieux de juste pas en avoir, parce que ça va peut-être être plus rentable pour toi de ne pas avoir d'immobilier puis d'investir dans d'autres choses que d'avoir de l'immobilier puis de faire ça tout croche. OK? Fait que c'est vraiment important de quand même avoir le goût de te lancer là-dedans puis d'être conscient de qu'est-ce que ça demande. Ensuite de ça, la deuxième option, quand tu pars de chez tes parents, c'est d'aller directement en appartement. OK? Donc, tu n'es pas intéressé à avoir des immeubles ou tu n'as pas la mise de fonds tout de suite, c'est bien correct. Va-t'en en appartement. Profite du fait que être locataire, ça te coûte pas trop cher pour investir plus d'argent, te faire une mise de fonds, puis éventuellement acheter un immeuble à revenu ou une propriété plus tard quand tu seras rendu là. Mais clairement que d'aller en appartement quand tu pars de chez tes parents, financièrement parlant, ça va être la deuxième meilleure option. Et finalement, la troisième option, la moins avantageuse, c'est d'acheter directement une maison quand tu pars de chez tes parents. Et là, je le sais que ça va complètement à l'inverse du discours que tu as entendu depuis des années, mais fais-moi confiance, j'ai fait les calculs, il y en a d'autres qui ont fait les calculs, puis on arrive au même résultat, une maison strictement financièrement. Dans la majorité des cas, il y a des exceptions, mais mettons dans la majorité des cas, ce ne sera pas le meilleur move financier que tu peux faire. Maintenant, si tu veux acheter une maison pour d'autres raisons, regarde, OK, c'est correct, ça t'appartient, mais strictement financièrement, ne pense pas, je vais m'acheter une maison tout de suite en partant de chez mes parents, c'est le meilleur move de ma vie, puis je vais être riche à cause de ça. Non. Il y a un dicton qui dit, si tu achètes une maison puis que tu es cassé, tu vas juste être encore plus cassé. OK? Fait que c'est aussi simple que ça. Tu n'auras pas plus d'argent après avoir acheté ta maison. Une maison, il faut que tu achètes ça quand tu es prêt, quand tu as une bonne mise de fonds, quand tu es solide financièrement, puis que tu as d'autres choses de fait. OK? Fait que si tu achètes une maison puis que tes finances, ça va pas bien, clairement que ça va juste être un boulet de plus à ta situation financière et non quelque chose de positif dans ta vie. Maintenant que ça c'est dit, okay, je le sais que ça peut faire mal. Comme je te dis, au pire, tu iras écouter l'autre formation, puis tu pourras voir le détail du calcul, puis avoir d'autres explications là-dessus. Si on parle strictement d'investissement immobilier, okay? Donc tous les immeubles qui génèrent des revenus. Fait que ça peut être, encore une fois, duplex, triplex, quadruplex, un chalet locatif, une maison que tu loues des chambres étudiantes, une maison que tu loues en Airbnb, mettons, à l'année. Tout ça, ça peut être considéré comme des immeubles locatifs. Pas compliqué, tout ce qui met de l'argent dans tes poches à chaque mois, tu peux considérer ça comme un investissement. Maintenant, pourquoi l'investissement immobilier, c'est parmi les plus populaires et pourquoi ça peut être effectivement un très bon investissement? L'immobilier, dans le fond, il y a un genre de triple effet d'intérêt composé quand tu achètes un immeuble. Premièrement, quand tu achètes un immeuble, tu as la prise de valeur dans le temps. Fait que ça veut dire que tu achètes un immeuble, OK, puis tu l'achètes, mettons, 300 000, puis tu continues de l'entretenir, puis tu t'en occupes bien, bien,
les chances sont très bonnes que dans 10, 15, 20 ans, tu vas leur vendre plus cher que qu'est-ce que tu as payé. Ensuite de ça, l'autre avantage, c'est que quand tu reçois des loyers à chaque mois, bien, ça fait en sorte que ça rembourse ton hypothèque. L'hypothèque qui est le prêt que tu as pris pour acheter ton immeuble parce que tu ne l'as probablement pas payé cash. Donc, si tu as une hypothèque, bien, à chaque mois, tes revenus de loyer permettent de baisser ton hypothèque et ce n'est pas ton argent à toi que tu mets dans ça, c'est l'argent des locataires qui remboursent l'hypothèque. Et finalement, le dernier et non le moindre, c'est un cash flow supplémentaire. Donc, tes revenus de loyer qui rentrent, par exemple, mettons que ton immeuble coûte 4 000 par mois de dépenses et tu génères 4 500 de revenus de loyer, par exemple, bien, tu as un 500 de plus dans tes poches que tu peux faire ce que tu veux avec. Et éventuellement, quand ton immeuble mettons, est fini de payer puis tu n'as plus d'hypothèque, mettons que ton hypothèque te coûtait 2 000, bien là, tu es rendu avec 2 500 de plus dans tes poches, fait que ça te fait une source de revenus supplémentaire. Et ça, tout mis ensemble, ça fait en sorte que l'immobilier, ça peut être très payant si c'est bien fait. J'insiste sur le « si c'est bien fait », parce que l'immobilier, c'est comme n'importe quoi d'autre. Si c'est bien fait, ça peut être très bon, mais si c'est pas bien fait, ça peut être très ordinaire, puis tu peux même perdre beaucoup d'argent. Si tu veux que ce soit bien fait, concept de base, premier principe, quand tu commences à t'intéresser à l'immobilier, c'est de faire un profit à l'achat. Un profit à l'achat, c'est quoi? Mettons que ton immeuble, OK, il vaut 250 000, puis tu es capable de le payer 225 000, bien, tu viens de faire un profit à l'achat de 25 000. Okay? Fait que ça veut dire que peu importe comment le marché va se comporter, que l'immeuble prenne de la valeur ou pas, mettons, toi, tu le sais que tu as fait un profit en partant. Ça te met un buffer aussi si jamais le marché va moins bien et que la valeur de l'immeuble baisse un peu, parce que oui, ça peut arriver des fois. Bien, au moins, toi, tu pars déjà avec un buffer de 25 000, donc ton risque est moins grand. Fait que faire un profit à l'achat, c'est vraiment l'idéal, mais ce n'est pas facile, surtout dans le marché actuel. Okay? Parce que là, en ce moment, on est dans un marché qui est en pleine ébullition, puis là, ça commence à ralentir, mais disons que faire un profit à l'achat avec le prix de l'immobilier et tout ça, c'est quand même assez tough. Pour avoir fait quelques formations personnellement en immobilier, puis avoir parlé également avec des experts dans le domaine, puis tout ça, en 2019, les gens de l'immobilier disaient déjà que si tu n'es pas très technique au niveau, mettons, immobilier, que tu ne checkes pas tes affaires comme il faut, ça pourrait se revirer contre toi éventuellement. Bien ça, là, en date d'aujourd'hui, en 2024, là, c'est encore plus actuel. Le risque que tu achètes un mauvais immeuble puis qu'après ça, il arrive un scénario qu'on ne veut pas, bien, il est plus grand. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu checkes vraiment tes affaires comme il faut. Fait que c'est pour ça que je te recommande fortement, avant de faire des moves, de prendre le temps de devenir un bon investisseur immobilier, de prendre le temps de te former avec des bonnes sources, des bons livres, des bonnes formations, parce qu'il y en a des bonnes des formations, mais il y en a des très moyennes aussi. Fait que fais vraiment attention à où est-ce que tu prends ton information. Mais clairement que c'est vraiment important d'être sa coche avant de faire un investissement pour éviter des erreurs qui peuvent être très coûteux. Maintenant, faire un profit à l'achat, OK, c'est effectivement plus difficile, comme je disais, mais c'est pas impossible. Par contre, ça va demander du temps, de l'énergie puis des efforts. Comme n'importe quoi d'autre dans la vie, hein? Ben oui, c'est comme on dirait que c'est magique, hein? Mais ça revient tout le temps. Ben oui, c'est ça. Si tu veux faire un profit à l'achat, c'est sûr qu'il va falloir que tu passes du temps à faire des visites, que tu fasses des offres d'achat qui vont être refusées. Puis ça peut prendre plusieurs visites, plusieurs heures avant de trouver un deal qui va valoir la peine. Clairement que faut que tu arrives dans l'esprit de ça sera pas facile, mais je vais me donner du temps puis je vais réussir à en trouver un. Fait que c'est pas impossible, OK, comme je disais, mais c'est plus difficile, puis il faut que tu te donnes du temps de trouver ton deal, puis ça, il faut que tu sois prêt à le faire, comme je disais tantôt. Maintenant, si tu te dis, écoute, moi, faire toute la démarche pour faire un profit à l'achat, tu sais, ça me tente pas, puis moi, je suis plus comme, je veux juste acheter quelque chose de quoi, au prix du marché. Ça, on s'entend que c'est pas le scénario idéal, mettons, comparé à celui qu'on vient de voir, mais ça peut être viable. Parce que si tu as l'intention de garder ton immeuble pendant longtemps, ça va finir par être rentable. Okay? Fait que c'est correct aussi de payer le juste prix. Par contre, le scénario que tu veux vraiment éviter, c'est de payer un immeuble trop cher ou d'acheter un immeuble qui n'est pas rentable, puis que là, tes loyers, mettons, ça te donne 2 500 de revenus, puis ça te coûte 4 000 par mois de frais. C'est comme, clairement que si tu t'enlignes avec une affaire de même, ça peut mal finir. Okay? Fait que tu veux vraiment éviter ce scénario-là, c'est très important. Idéalement, tu fais un profit à l'achat, sinon tu payes le juste prix, mais on essaye d'éviter à tout prix de payer un montant trop élevé ou un immeuble qui n'est pas rentable. OK, fait que là, une autre raison pourquoi l'immobilier,
les gens aiment bien ça puis que c'est bien intéressant comme investissement, c'est à cause de l'effet de levier. Ça, c'est l'effet de levier. Si tu fais des formations en immobilier, tu vas en entendre parler, c'est sûr. Puis je vais te l'expliquer le principe bien simple. Il y a un effet de levier, dans le fond, en immobilier. L'avantage que tu as, c'est que supposons que tu achètes un immeuble de 500 000 $, tu peux mettre une mise de fonds de 5, 10, 15 ou 20 OK? Fait que mettons que tu mets, par exemple, 20 de mise de fonds, 100 000 $. Toi, tu as juste mis 20 de la valeur de l'immeuble, mais tu fais un profit sur 100 de la valeur de l'immeuble. Tu n'as pas besoin de mettre 100 du cash, tu peux mettre juste une partie, puis tu fais du profit sur tout le montant. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage en immobilier parce que si, par exemple, ton immeuble prend 20 de valeur dans un an, supposons marché COVID, bien, tu as mis 100 000 puis ton immeuble a pris 100 000. Bien, tu viens de faire 100 de rendement par rapport au montant que tu as mis au départ. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage. Puis maintenant, pour t'illustrer l'effet de levier, pour que tu comprennes à quel point ça peut être puissant, je vais te donner un exemple extrême, OK, qui n'est pas réaliste du tout, mais c'est vraiment juste pour que tu comprennes. Donc, supposons que tu as 100 000 dans ton compte de banque. Ta vieille tante là, est décédée par accident, là. Ses freins ils ont lâché sur sa voiture, Caroline, c'était pas voulu. Puis, elle t'a légué 100 000 hein? Tu ne savais pas que tu étais bénéficiaire, c'est un hasard. Fait que tu reçois 100 000 puis tu as le goût d'investir en immobilier. Fait que là, tu aurais ta première option qui serait, je vais acheter une maison, mettons, cash. Je vais payer ma maison cash 100 000 Tu achètes ton immeuble, maison, 100 000 Je sais, une maison à 100 000 ça n'existe plus, OK? Comme je te dis, c'est juste pour que tu comprennes. Fait que tu achètes une maison de 100 000 le marché immobilier prend 5 de valeur, mettons. L'année prochaine, tu revends ta maison parce que tu es tanné, tu veux changer. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas vendre ta maison 105 000 puis tu vas avoir 5 000 de plus dans tes poches que l'année d'avant, donc tu vas avoir fait 5 Si à la place, tu avais dit, je vais acheter une maison à 100 000 mais je vais mettre une mise de fonds de 5 Puis là, on va oublier la SCHL puis toutes les affaires, les primes, ces affaires-là. Encore une fois, question que ce soit le plus simple possible. Fait que mettons que tu as mis 5 de mise de fonds sur ta maison et que le 95 000 restant dans ton compte, tu l'avais utilisé pour mettre une mise de fonds sur 19 autres maisons. Donc, une mise de fonds de 5 000 sur 19 autres maisons, puis qu'au final, tu avais acheté 20 maisons au lieu de juste une. Qu'est-ce que ça fait? Le marché immobilier prend encore une fois 5 Après un an, qu'est-ce qui arrive? Chaque maison te donne un profit de 5 000 et au final, tu te retrouves, après avoir vendu toutes tes maisons après un an, avec 100 000 dans tes poches, 5 000 fois 20 maisons. Fait que résultat, d'un côté, tu as fait 5 de rendement, puis de l'autre côté, tu as fait 100 de rendement. Tout simplement parce que tu as utilisé ton argent différemment et tu as été plus stratégique de ce côté-là. Fait que ça, c'est l'effet de levier. Fait que comme tu peux voir, c'est extrêmement puissant. Par contre, c'est également extrêmement puissant quand ça va mal. OK? Parce que là, on parle toujours de l'effet de levier en immobilier que wow, c'est malade, puis quand ça va bien, puis là, tu vois tous les beaux chiffres que je viens de te montrer. Mais ce qu'on voit moins, c'est quand ça va mal, puis ça, on dirait que les formations, ils en parlent moins de ça. Comme si ça allait tout le temps bien. Mais des fois, ça arrive que ça va mal. Puis ça, c'est important de le comprendre. Fait que je te redonne le même exemple extrême, encore une fois, pour que tu comprennes bien. Fait qu'on repart, on a notre parc immobilier, mettons, comme on disait tantôt, nos 20 maisons à 100 000. Fait qu'on a un parc immobilier de 200 000 et on a des hypothèques pour 1,9 million. Donc, notre mise de fonds de 100 000 est là, puis il nous reste 1,9 million d'hypothèques, donc de dettes. Après un an, le marché immobilier, au lieu de faire plus 5, il fait moins 25 En passant, oui, comme je disais tantôt, ça peut arriver. En 2008, ça a craché pas mal plus que ça pendant la crise économique aux États-Unis. Puis le Canada n'est pas à l'abri d'avoir une récession puis une crise qui peut faire que ça peut baisser également. Fait que si, mettons, le marché immobilier, ça va pas bien, il arrive une crise économique, puis là, bang, moins 25 tes immeubles, tu veux les vendre parce que tu es stressé, puis là, ça marche plus, puis là, tu veux vendre ça. Bien là, tu peux les vendre 1,5 million au lieu de 2 millions, puis il te reste 1,9 million d'hypothèques. Fait que tu es encore 400 000 dans le trou, puis tu n'as plus aucune maison. Ça peut être un cas de faillite. Fais très attention parce qu'aussitôt que tu contractes une dette, peu importe c'est pourquoi, que ce soit pour de l'immobilier ou pour n'importe quoi d'autre, chaque fois que tu as une dette, même si c'est une bonne dette ou un bon investissement que tu fais, quand il y a une dette, il y a un risque automatiquement. Okay? Même si le risque des fois est plus faible, il y a un risque pareil. Fait que fais bien attention à ça, c'est super important. Et finalement, dernière chose qui est bien importante en immobilier et même dans bien d'autres affaires dans la vie aussi, c'est de se poser la question suivante. Combien vaut mon temps? Parce que
Si, mettons, tu es un travailleur dans la construction, puis que tu es super habile de tes mains, puis toi, tu es capable de bâtir ça des maisons ou de t'occuper des meubles parce que tu es manuel, puis tout ça, un peu comme moi. Vraiment pas, OK? Tu ne me veux pas dans ton équipe pour le manuel, c'est sûr. Ce que tu peux faire, c'est que là, mettons, tu travailles à 25$ puis tu gagnes 50 000 par année. Puis là, tu as un immeuble, tu te dis, Caroline, je pourrais peut-être devenir investisseur immobilier à temps plein ou, tu sais, une grande partie de mon temps, je pourrais le mettre là-dedans. Puis là, tu commences à checker ça, puis là, tu es comme crime, d'après moi, je serais capable de gagner 50$ de l'heure en faisant ça. Alors à ce moment-là, ça peut être intéressant pour toi de dire je vais me consacrer à temps plein à l'immobilier. Parce que ça va être plus payant, tu vas presque doubler ton salaire. Tandis que quelqu'un, mettons, qui est médecin, puis qui gagne 300-400 000 par année, puis que son taux horaire est à, mettons, 200$ de l'heure, bien clairement que lui, de dire je vais faire de l'immobilier à temps plein, puis je vais lâcher 200$ de l'heure pour aller en faire 50$, c'est pas très rentable, OK? Il est bien plus payant de ne pas faire d'immobilier puis de juste continuer de travailler à son taux horaire qui est plus élevé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas investir en immobilier. Ce que le médecin pourrait faire, c'est tout simplement dire au gars de construction « Hey, moi, pas très manuel, puis je suis pas très bon avec les immeubles, puis anyway, c'est pas très payant pour moi. Fait que j'aimerais mieux te donner de l'argent pendant que toi, tu as tout ton temps, puis que tu es capable de t'occuper de ça, puis c'est ta zone de force en plus. » Fait que là, ça devient un partenariat incroyable, puis ça devient gagnant-gagnant. Le médecin devient un partenaire financier. Le gars s'occupe des immeubles, les gère, puis tout ça. Puis les deux split les profits, puis tout le monde est content. C'est pas parce que tu veux pas avoir des immeubles ou tu veux pas gérer des locataires que tu n'es pas capable d'investir en immobilier d'une autre façon. Je vais juste te dire ça pour que tu gardes tes œillères ouvertes, puis je veux également que tu prennes en considération que l'immobilier, ça peut être un bon investissement, mais comme je disais tantôt, tu n'es pas obligé d'en avoir. Puis si ça te tente d'en avoir, parfait, mais si ça ne te tente pas, c'est pas grave, il y a d'autres options, comme on a parlé tantôt, tu peux focusser là-dessus, OK? Fait que combien vaut mon temps, c'est extrêmement important. Tu sais, comme tantôt on parlait des actions, bien, je pense que juste de se poser la question, c'est y répondre. Tu sais, tu vas passer 40 heures par semaine à essayer de faire 1% de plus que l'indice alors que tes chances sont extrêmement minces. Mais pourquoi tu ne mets pas ça d'un fonds indiciel puis tu ne prends pas ton temps à travailler dans d'autres choses qui vont être juste plus payant? Casse-toi pas la tête. Si ton taux horaire est plus payant que tes investissements que tu veux faire, fais ton taux horaire qui est plus payant, that's it, puis investis dans des choses automatisées comme on parlait tantôt. Puis tu vas être parti pour la gloire. Fait que très important parce que moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des clients qu'on faisait les calculs, puis après l'impôt, finalement, leur investissement immobilier, ça leur rapportait quasiment rien. C'était pas super rentable, puis ils se rendaient compte qu'ils travaillaient très fort là-dedans pour finalement des peanuts. Fait que c'est un petit peu ça que tu veux éviter. Puis quand tu te poses cette question-là, combien vaut mon temps, bien ça t'évite de tomber dans ce piège-là. Donc, l'immobilier, pour la base, ça fait le tour. Maintenant, on va être rendu à parler de la plus grosse dépense que tu vas avoir dans ta vie. C'est quoi? La réponse dans le prochain segment.